Je reçois pour vous aujourd'hui Maître Magali Dossi dans ce nouveau concept et nouveau format. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée bien sûr par ces 9e Jeux de la francophonie. Selon une bonne opinion, il y a également des ratés, mais une bonne opinion également estime que les histoires se passent de la manière qu'on devrait applaudir, féliciter et saluer parce que c'est une première également d'organiser pas les sommets mais les jeux de la francophonie. Alors nous allons également revenir sur d'autres actualités politiques, notamment les récentes nominations au niveau de l'ANER et CSS, c'est-à-dire Conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Nous allons également parler des l'élection présidentielle. Les candidats à président se sentent en insécurité. Selon Martin Fayoulou, également Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga qui était agressé au niveau des Kananga. Nous allons prendre tous ces points pour faire objet matière dans cette émission. Pourquoi ne pas revenir également sur l'autopsie de M. Chérébin Okende qui devrait normalement débuter aujourd'hui. Dans des prochaines émissions, nous allons vous donner encore beaucoup plus de détails quant à ce. Alors, je reçois Maître Magali Dossi, comme je disais, de la DCU, Dynamique Congo Unie, coordonnatrice générale de la Ligue nationale générale de la Ligue des femmes de ces partis politiques, de Vidi et Chimanga. Mais je pense, il y a hier ou avant-hier, j'ai vu une information sur la toile disant que M. Vidi et Chimanga auraient ravi les bus qu'il avait dotés à Derin Clémenté Pembe. Je ne sais pas, elle n'est pas trop dans les sports, mais je pense que je dois essayer un peu de me renseigner auprès de Doudou Mbala. Si effectivement, c'est vrai que M. Vidi et Chimanga auraient ravi les bus de Darren Clémenté Pembe parce que d'ici là, les championnats doivent commencer. Alors, merci beaucoup à vous tous et bonnes conditions télévisuelles. Maître Magali, vous allez bien? Bonjour M. Gramic, merci pour l'invitation de ce jour. Je commence d'abord par saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre. Je vais bien. Le parti va bien. Nous avons entendu dans l'entame parler de mon président, Vidi Chimanga. D'abord, j'aimerais corriger, je ne suis pas coordonnatrice nationale générale, mais je suis coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes. Et donc, en ce qui concerne le fait... C'est vrai l'information. Bon, je l'ai vu dans la toile. Je ne sais pas, bon, c'est une rumeur, je ne sais pas si ça serait une information. Je ne sais pas prononcer parce que, apparemment, vous me connaissez bien. Tout ce qui a trait au sport, ce n'est pas mon lot. Mais lui, c'est un grand sportif. Hein. Je sais que c'est un grand sportif, mais c'est mon président, le président de mon parti. Et je ne suis pas dans un club sportif, ni dans... Mais du moins, il a ce comportement de ravir les histoires après son départ. Comment vous pouvez confirmer? C'est une affirmation grave. Je vous pose la question s'il a cette habitude déjà. Non. C'est une personne responsable et non, c'est pas une personne qui peut aller ravir un don qu'il a donné. S'il aurait récupéré les bus, c'est à vérifier. Mais je pense qu'il ne va pas faire quelque chose sur un coup de tête. Il faudrait, je vous connais aussi investigateur, prenez le temps d'investiguer. Je prendrai le temps de me battre pour avoir un peu d'éclaircissement là-dessus. Je vais également me renseigner. Exactement. Vous êtes même une très bonne chose pour nous. Alors, on prend très vite ce qui se passe au pays, les Jeux de la francophonie, c'est ça l'actualité. Les présidents de la République, la RDC, pas les présidents, la RDC, mais sous les mandats du président Félix-Antoine Tshisekedi, organise ces 9e Jeux de la francophonie. À l'arrivée des athlètes, on a vu la délégation des Burkinabés, plus précisément leurs coachs qui décriaient les conditions de vie, manque, absence d'eau, ainsi de suite. Alors hier ou avant-hier, on a vu, hier je crois bien, cet athlète malgache qui a décrié, il y avait un problème également de logement et de nourriture. Subitement, selon cet athlète, on a dépêché, la présidence a dépêché quelque chose pour que les athlètes mangent. Et les gens essayent un peu de retenir beaucoup des ratés dans ce qui se passe. Parfois, l'électricité part dans... c'est ça, des gymnases, on voit en plein match des basketball, l'électricité. Il y a coupure du courant, ainsi de suite. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez cette organisation? C'est vrai qu'on doit également saluer ces efforts de la part du gouvernement, mais comment est-ce que vous voyez ces Jeux de la francophonie?
L'entrée de jeu, il faudra savoir et noter que toute œuvre humaine est imparfaite. Ah, d'accord. On ne peut pas faire une œuvre et n'avoir aucun raté. Il y a toujours de petites failles, des petits ratés dus à X, Y raison. Et donc, s'il y a eu de petits problèmes, ces problèmes ont été vite résolus. Parce que les problèmes sont inhérents à la vie humaine. À un certain niveau, ça ne passe pas. Hein. Écoutez, vous savez, la plus grande difficulté qui se passe dans notre pays aussi, il y a des problèmes. Exactement. Mais vous verrez les compatriotes ou les citoyens de ce pays tout faire pour ne pas ternir l'image de leur pays. Parce que ce sont les caméras du monde entier qui sont fixées sur la RDC. Mais vous allez voir certaines personnes pensant faire du mal à ce régime, pensant faire du mal des bonnes guerres, non? C'est la politique. Non, mais parce que les Jeux de la francophonie, ça ne bénéficie pas à Félix Tshisekedi en tant qu'individu. Ce n'est pas un individu qui a organisé les Jeux de la francophonie, c'est un pays. De vous qui serez un peu en train de politiser cette affaire, de prendre ça dans les bilans du président. C'est pourquoi l'opposition pourrait tirer là-dessus, hein, quand ça ne marche pas. Je pense qu'on a suivi le porte-parole du gouvernement qui a insisté, qui a martelé sur le fait que il n'est nulle question de politiser le jeu de la francophonie. Ah, d'accord. Les Jeux de la francophonie n'ont pas été organisés par un parti politique. Non, c'est un pays. C'est la RDC qui a un président qui les représente, Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous avez même vu lors de l'ouverture des Jeux de la francophonie, on a interdit aux partis politiques de s'emmener avec leurs effigies, avec les drapeaux et autres. Exactement. Parce que c'était la RDC qui organisait les Jeux de la francophonie. C'est bien au contraire les amis de l'opposition qui, eux, cherchent à politiser. Vous savez, moi, quand j'entends des Congolais qui sont à l'opposition dire que les Jeux... D'abord, avant, il y avait certains opposants qui juraient même que les Jeux de la francophonie ne pourraient jamais être organisés. Vu ce qui s'est passé, non, il y a eu les premiers directeurs nationaux. Selon certaines informations, il aurait détourné de l'argent. Il y a eu un autre, après, c'est M. Isidore Kwanja. Vous savez, dans ce pays, il y a tellement beaucoup de choses qui se racontent. J'ai eu même à faire cette discussion avec certains proches. Je leur dis, mais il faudrait qu'on réfléchisse. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le panneau des rumeurs, des personnes qui, excusez-moi le terme, qui ne réfléchissent pas, qui se laissent embarquer dans des hypothèses fantaisistes. Ah, d'accord. La personne qui était en charge de la francophonie ne gérait pas... Vous savez ce qui s'est passé à la francophonie, c'est qu'il y a eu des soumissions. Il y a eu un appel d'offres, il y a eu des entreprises qui ont soumissionné et l'argent a été payé à ces entreprises. Mais comment M. Chiyo a détourné l'argent? Je ne sais pas s'il y a eu détournement, peut-être des frais de fonctionnement. Ça, je ne sais pas, il faudrait qu'il y ait... De plus de 50 millions de dollars. Non, c'est faux. Attendez, on aurait mis 50 millions de dollars à disposition de la francophonie, hein, parce que l'argent ne sort pas de la francophonie, l'argent vient du Trésor. Et soit ça passe par le ministère de Finances pour que les entrepreneurs puissent être payés. Alors, c'est impossible. Réfléchissons un peu. L'argent ne pouvait pas être mis à disposition de la francophonie. Peut-être l'argent des frais de fonctionnement qui viendrait du Trésor puis versé dans le compte de la francophonie. Mais le gros du montant décaissé, mais ça, on payait directement aux entrepreneurs selon les modalités reprises dans les cahiers dans le contrat qu'ils ont eu à signer. Mais pourquoi il a été viré? Bon, là, on ne revient pas. On ne va pas revenir sur ça parce que quand on met une personne à la porte, c'est peut-être parce qu'il y a eu des incompétences, peut-être parce qu'il y a eu X ou Y raison. On ne va pas revenir là-dessus. Mais lorsque vous voyez des Congolais qui se réjouissent des petits problèmes que nous pouvons connaître dans la gestion de la francophonie, au lieu que ce Congolais se montre solidaire, parce que comme je venais de le dire, il s'agit de l'image d'un pays. Nous avons besoin de vendre l'image de notre pays pour attirer les investisseurs, pour attirer des touristes qui tomberaient amoureux du pays et viendraient ensuite découvrir le pays. Ça fera des entrées au pays, des investisseurs qui viendraient, parce que dans la plupart des personnes qui sont venues, il y a des personnes, parce que les investisseurs voient toujours des occasions d'investir. Ils vont voir s'il y a des failles, s'il y a certaines opportunités. Pour investir, ça sera un plus pour la RDC. Est-ce que le problème ne se pose pas au niveau... Bon, le gouvernement congolais ne voudrait qu'organiser pour son honneur, mais pas tenir compte de la qualité
du travail qu'ils devraient faire. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau, qu'il fallait organiser simplement pour organiser et non tenir compte de la qualité? Parce qu'on sentirait également ça à travers la performance des athlètes. C'est vrai qu'on a déjà des médailles, d'or et beaucoup plus de médailles, mais on sent que nos athlètes ont une performance pas très bonne, selon une bonne opinion également les sportifs. On a vu des images des gens qui font des marathons, ainsi de suite, des courses là, et s'essouffler avant, et puis... Vous parlez de l'organisation, parce qu'il y a deux concepts que vous touchez. Exactement. On parle de l'organisation et puis on parle du côté de nos athlètes qui, certains, ne sont malheureusement pas très performants, mais certains ont quand même pu nous ramener des médailles. Il ne faudrait pas s'imaginer que nos athlètes vont ravir toutes les médailles, parce que nos athlètes, même lorsqu'ils vont compétir dans d'autres pays, il y a certains qui reviennent avec des médailles, d'autres ne reviennent pas avec des médailles. Donc il y a dans certaines disciplines, nous sommes forts, et dans d'autres, nous ne sommes pas forts. Ce n'est que normal. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un pays dont les athlètes sont forts dans toutes les disciplines sportives. Et donc, nous devons féliciter les athlètes qui n'ont pas démérité, même si certains n'ont pas été malheureusement à la hauteur des attentes de la population congolaise, mais ils ont quand même essayé de donner le meilleur d'eux, mais ils n'ont pas pu remporter de médailles. Et quant à l'organisation, vous avez vu ce qui s'est passé lors de l'ouverture de Jeux de la francophonie. Ça, je pense que même tous les Congolais et même ceux qui sont à l'étranger étaient d'accord. Personne ne pouvait s'imaginer que les choses allaient si bien se passer. Et il y a des petits problèmes, c'est vrai, quand vous parlez de coupure d'électricité, mais tous ces problèmes qui surgissent ont des solutions. Jusque-là, on n'a pas connu un problème qui n'a pas pu trouver de solution, parce que, comme je disais, l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Les problèmes surgissent toujours partout. Partout. Ce n'est pas à cause du fait peut-être de l'empressement ou du fait de manque de préparation, mais ce sont des choses qui peuvent arriver pour X ou Y raison, mais ces problèmes trouvent des solutions. Alors, très vite, on prend les candidats présidents qui se sentiront en insécurité. Il y a une déclaration, comme je disais, Matata Ponyo Katumbi, qui dénonçait également l'agression qu'a subie Délice Sanga au niveau des Kananga. J'ai vu également le gouvernement, moi-même j'étais là lors de ces briefings, Patrick Mouyaya, condamner ces actes et dire clairement que le gouvernement s'y met pour trouver ces auteurs d'actes de violence et qu'ils puissent répondre à ce qu'ils ont fait. Alors, vous, comment est-ce que vous analysez ces discours et que également ces opposants qui réclament une protection même spéciale de la part de la MONUSCO? Comment se fait-il que les candidats présidents puissent se sentir en insécurité? Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Vous savez, malheureusement, j'ai l'habitude de dire que nos opposants sont spécialistes en victimisation. Oh, mais c'est la réalité, on a vu Délice Sanga faire agresser. On a vu Délice Sanga, une personne, un candidat. Ce n'est pas tous les candidats qui doivent se sentir en insécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ils ont des problèmes de mobilité, il y a beaucoup de choses. Quel problème de mobilité? Le problème, c'est que... Ils sont empêchés de tenir des manifestations. Non, il ne faudrait pas que les opposants puissent généraliser les situations. Parce qu'il y a eu des problèmes, effectivement. Il y a eu certaines personnes qui ont été empêchées de tenir de réunions. Mais ça a toujours été motivé. On n'empêche à aucun opposant, ni même ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir organiser des manifestations. Mais pour X ou Y raison, si les autorités d'un territoire, les autorités administratives ne peuvent pas assurer la sécurité des opposants, mais il n'est que normal qu'ils puissent demander un délai pour qu'ils puissent s'organiser pour assurer leur sécurité. Aujourd'hui, ils sont en train de demander une protection spéciale à la MONUSCO. Pourquoi? Juste à cause d'un incident malheureux que nous condamnons. Nous condamnons toutes sortes d'intolérances. Et cela, peu importe d'où qu'ils viennent, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, nous le condamnons. C'était un complot d'assassinat à sa personne, c'est ce qu'il a dit. Ben, peut-être qu'il a des preuves, parce que quand on parle d'un complot d'assassinat, c'est-à-dire qu'on a des preuves. Il aurait peut-être reçu de menaces. S'il a des preuves, nous avons des instances judiciaires auprès desquelles il peut aller porter plainte. Mais le gouvernement l'a dit, vous venez de le dire, qu'il y aura des enquêtes qui vont être diligentées pour pouvoir
trouver, identifier qui serait à la base de cet acte odieux que nous condamnons. Mais il ne faudrait pas que les opposants puissent trouver un prétexte pour dire qu'ils sont en insécurité. Non, c'est faux. Les opposants, vous savez que les opposants de notre pays sont les plus sécurisés d'ailleurs. Parce que déjà, ils ont des gardes, ils ont des policiers qui sont commis à leur garde, ils ont des gardes du corps. Et lorsqu'ils organisent des manifestations, c'est à titre individuel, mais les policiers sont de la République. Exactement. Donc c'est la République qui les sécurise d'une manière ou d'une autre, même ne serait-ce que de manière indirecte par la police qui assure leur sécurité. Mais Fayulu n'a pas de policiers. C'est son choix. C'est son choix. Il a choisi de ne pas se faire protéger par la police. Mais il peut le faire. Personne ne l'interdit de le faire. Il peut avoir cette protection-là. Si, pour X ou Y raison, il préfère ne pas être protégé par la police, sûrement il a peut-être ses gardes du corps. Si une personne déjà ne cherche pas à se faire protéger, sécuriser par la police, c'est-à-dire que cette personne se sent en sécurité. Parce qu'une personne a un certain niveau de notoriété, se sent souvent en insécurité. Pour X ou Y raison, parce que plus on monte, plus on a des ennemis. Et quand on a des ennemis, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à se protéger. Et donc ces personnes se sentent en sécurité. Et moi, j'aurais compris qu'ils se limitent à condamner cet acte, parce que nous avons vu dernièrement des membres de SID aller vandaliser le siège de Nouvel-Élan d'Adolphe Muzito. Mais vous savez, les SID fait souvent deux poids, deux mesures, parce que j'ai eu à suivre il y a quelques jours les propos d'un membre, je pense, qui est devenu au cadre décidé, je ne comprends pas, Maman Marie, qui est en train elle était en train de proférer de propos d'incitation à la haine tribale, clairement, ouvertement contre les Kassaïens, contre les Luba. Mais nous n'avons vu aucun membre décidé condamner cela. Vous voyez, donc les amis de l'opposition sont dans un jeu de se victimiser, sont dans un jeu de choisir quand est-ce qu'ils peuvent s'offusquer ou condamner ou dénoncer certaines choses, et pour d'autres choses, ils ferment les yeux. Est-ce que votre régime n'a pas-il peur de la concurrence loyale de l'opposition, de ses candidats? Parce que je viens de voir tout à l'heure, même avant de commencer cette émission, il y a un sondage qui placerait Moïse Katumbi en tête. Est-ce que le régime n'aurait-il pas peur de ces challengers? Le régime ne peut avoir peur en aucun cas de challengers. Bon, faute de bilan, c'est ce qu'on dit. Hein. Ça, ce sont des personnes qui ne sont pas correctes et envers elles-mêmes qui peuvent le dire, parce que les bilans de ces régimes sont visibles. Les bilans de ces régimes ne sont pas à chercher. Comme quoi la francophonie? Non, au-delà de la francophonie n'entre pas forcément dans le bilan. Non, on a dit ici que la francophonie, c'est pour le pays. Certes, tout ce que le président a fait, c'est en faveur des Congolais et des Congolais, c'est pour le pays. Mais ça entre dans son bilan. La gratuité entre dans le bilan du chef de l'État. L'amélioration des salaires des fonctionnaires entre dans le bilan du président. L'augmentation des dessertes en eau, en électricité, entre dans le bilan du président. La construction des écoles, des hôpitaux, des routes, entre dans le bilan du président. La levée du régime de notification préalable entre dans le bilan du président. La formation, l'équipement de notre armée entre dans le bilan du président. Donc il y a plusieurs choses, et ce dans tous les domaines. La diplomatie agissante qui a donné le fruit, qui continue de donner des fruits aujourd'hui à travers le monde. Il y a des voix qui se lèvent. À mettre fin à la guerre de l'Est. Vous savez, la guerre de l'Est, nous avons suivi le président Macron lorsqu'il était là. Il a parlé des plusieurs forces extérieures qui étaient derrière cette guerre. Pour mais dire cela n'empêche pas la RDC de défendre son intégrité territoriale. Mais la RDC le fait. Mais quand le président arrive... Il y a plus de 2 ans, on tend vers 2 ans que Bounagana est sous occupation. Vous savez, lorsque le président arrive au pouvoir, nous avons une armée dans quelle situation, dans quel état? Nous avons une armée infiltrée au plus haut niveau. Nous l'avons vécu pendant cette guerre d'agression. Nous avons vu des éléments de FARDC quitter les FARDC pour aller s'allier au M23. Mais si les conditions ne sont pas léchantes, on a vu tuer et décrier, c'est là qu'on volerait même les médicaments, et ainsi de suite.
Quel est ce Congolais? Parce que déjà, quand on accepte d'aller s'enrôler dans l'armée, c'est-à-dire qu'on accepte de mourir, de verser son sang pour ce pays, quel est ce Congolais qui a accepté de donner sa vie pour ce pays, qui, à un moment donné, va tourner le dos à ce pays pour aller en renfort aux ennemis de ces pays? Je ne vois pas un Congolais qui peut le faire. Ce sont des Rwandais qui ont été déguisés en Congolais. Ce sont des Rwandais ou des Congolais qui proviennent des mixages, des brassages que ce pays a vécu. C'est ça la faiblesse de notre armée. Parce que quand vous avez des infiltrés dans l'armée, ces infiltrés donnent des informations en temps réel à vos adversaires. Ils connaissent vos positions, ils connaissent vos stratégies et vous êtes exposés. Voilà pourquoi notre armée, à un moment donné, était une armée faible, une armée qui produisait peu de résultats. Alors, mais à l'arrivée du président, avec le recrutement de plusieurs militaires qui ont suivi des formations et qui continuent d'être formés, vous allez voir que l'armée est en train de commencer à monter en puissance petit à petit, et le travail d'identifier, de déceler les traîtres qui sont dans l'armée continue son chemin. Ah, d'accord. Moi, j'aimerais également dire à l'opinion, parce que cette émission est également en caractère pédagogique, les candidats présidents sont sécurisés après les dépôts des candidatures. Là, il y a une sécurité vraiment très spéciale. Là, c'est la loi. Je pense que c'est repris également sur cette loi électorale. Mais je sais quand même avant, on pourrait également essayer de voir. Je ne sais pas si ça pourrait se faire au niveau du gouvernement, de penser à ces gens qui se déclarent matin, midi, soir. Des candidats, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore déposé, il n'y a pas encore appel à la candidature au niveau de la présidence, au niveau du président de la République. Mais est-ce qu'on pourrait voir de quelle manière pour essayer un peu de rassurer ces gens qui pourraient être en sécurité? Ceux qui se déclarent candidats à la présidence ne sont pas supérieurs aux autres Congolais. Ils ont droit au même traitement que les Congolais. Mais quand même, ils aspirent à... Oui, ils aspirent. Vous vous imaginez aujourd'hui s'il y a 100 000 Congolais qui aspirent à la présidence. Donc, ces 100 000 Congolais devraient avoir droit à une protection spéciale. Non. C'est comme vous le dites, c'est après. Et après les dépôts. C'est sur leur demande. Ils peuvent aller auprès des services compétents, demander qu'on puisse renforcer leur sécurité. Et je ne vois pas le gouvernement refuser de le faire. S'il y a des raisons évidentes pour que leur sécurité soit assurée, soit augmentée, soit renforcée, le gouvernement va le faire. Ah, d'accord. Merci beaucoup, on poursuit, on prend très vite, on courait derrière également les temps, on prend très vite les dossiers sur l'autopsie de M. Chérubin, le corps de Chérubin Kende, paix à son âme. Alors, on constaterait également une certaine lenteur dans ce qui se passe. Il y a également du côté de l'opposition qui dénoncerait, j'ai vu... Jackie Ndala qui dirait ceci, qu'apparemment on tenterait de brouiller des pistes, ainsi de suite. Pourquoi cette lenteur dans l'autopsie? C'est vrai que les experts seraient déjà là et aujourd'hui on devrait commencer cette autopsie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette lenteur? Qu'est-ce qui tarde? Les finances ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Vous qui êtes du pouvoir. Vous devez d'abord savoir que l'honorable Chérubin Kende a une famille. Exactement. Et donc le gouvernement ne peut pas prendre des initiatives sans associer la famille. Exactement. Et la famille a des exigences qu'elle a fait parvenir au gouvernement. Et vous vous souviendrez que le porte-parole du gouvernement a dit qu'on ferait appel à des enquêteurs internationaux. Ouais. C'est un processus, il y a une procédure pour ce faire. Et à ce jour, nous avons des experts qui sont arrivés, belges, sud-africains et roumains qui sont déjà sur le sol congolais. Et ensuite, il y a aussi la MONUSCO qui prête aussi main forte. Qui a accepté, j'ai vu et la déclaration de la MONUSCO qui a accepté de prêter main forte. Voilà. Et la famille a exigé que l'autopsie puisse être menée par des médecins légistes de la MONUSCO en présence d'un témoin de la famille et ainsi que des autres enquêteurs. Et donc, il s'agit des enquêtes qui doivent se mener de manière minutieuse. Et lorsqu'on mène des enquêtes de manière minutieuse, on ne peut pas faire les choses à la va-vite. J'ai toujours dit, les opposants cherchent toujours des occasions pour tirer sur le pouvoir. C'est la réalité, on voit que ça traîne, non? Non, mais écoutez, on parle des enquêtes qui doivent se faire de manière minutieuse. Exactement. Le problème, c'est que finalement, les opposants, je ne sais pas ce qu'ils veulent.
Parce que lorsque... Est-ce qu'on ne jouerait pas avec le temps pour brouiller les pistes? Non, mais attendez. Pour faire disparaître les traces. Quelles traces? Qui cherchera à faire disparaître les traces? Si le gouvernement, parce que la seule personne qui est en train de diligenter, le seul organe qui est en train de diligenter ces enquêtes, c'est la justice avec le concours de la police. Et donc, ce serait donc le gouvernement qui tenterait de brouiller les pistes. Et ce serait ce même gouvernement qui tente de brouiller des pistes qui va faire appel aux enquêteurs internationaux. C'est aberrant. Un problème, je pense, l'opposition qui demanderait même la crédibilité de ces enquêteurs. Est-ce que sont-ils vraiment des vrais enquêteurs? Est-ce qu'ils sont reconnus? J'ai vu des déclarations que leur pays d'origine puisse brandir des certifications qui sont vraiment des enquêteurs, des experts au niveau de leur pays. S'ils sont vraiment, est-ce que c'est certifié qu'ils sont vous savez, c'est qu'ils ont cette notoriété? Vous savez, ce qui me peine dans tout ça, c'est que l'opposition est en train de faire de la mort de Chériba Okende leur fonds de commerce. Alors, comment ça? Pour eux, cette mort est une occasion de tirer sur le pouvoir. Est une occasion de faire leur Mais il y a mort d'homme, c'est grave, la vie humaine est sacrée, on doit essayer de... Écoutez, il y a mort d'homme, le président l'a même manifesté en décrétant quelques minutes de silence et en montrant son indignité. Et aujourd'hui, en faisant appel au concours des enquêteurs internationaux, en associant la famille. Les personnes qui sont les plus peinées, c'est la famille biologique. Les personnes qui sont ses frères, ses soeurs, sa femme, ses enfants. Ce ne sont pas ses amis de l'opposition. Parce qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, qui est à la base de ce crime. Ça peut être quelqu'un de l'opposition. Ça peut être quelqu'un du pouvoir. Ça peut être un citoyen lambda. Pourquoi l'opposition cherche à faire de cette histoire son fonds de commerce? C'est ce qui est regrettable. Il faudrait laisser les enquêteurs faire leur travail et qu'on puisse avoir des résultats crédibles, des résultats réels, qu'on puisse savoir dans quelles circonstances M. Chériba a été tué et qui sont les auteurs de ce crime crapuleux. Il ne faudrait pas que l'opposition, parce que l'opposition cherche toujours à faire parler d'elle, que l'opposition puisse trouver une occasion de pouvoir à chaque fois venir dire des choses comme si ces personnes, ces enquêteurs ont été, je ne sais pas, dépêchés quelque part, ce sont des faux enquêteurs, alors que ces enquêteurs seront connus. Et donc, la Belgique, l'Afrique du Sud ou la Roumanie pourra toujours faire une déclaration pour dire que ces personnes, on ne les connaît pas, on n'a jamais envoyé ces personnes. Et donc, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est juste, comme je venais de le dire, pour attirer les caméras, pour que les caméras soient braquées pour eux, pour faire du buzz, parce que c'est vraiment des revendications qui n'ont pas d'objet, c'est sans objet. Alors, vous étant que juriste, comment vous analysez? Parce que j'ai vu la défense de la famille réclamer, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire. Vous, étant que juriste, est-ce normal que c'est au magistrat, au niveau de la Cour constitutionnelle, et puis je pense que c'est également la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, voilà. Vous êtes d'avis qu'ils puissent faire ces déclarations qu'ils font actuellement? J'ai vu la défense de la famille, en tout cas fustiger cela et demander même la radiation du président de la Cour constitutionnelle et puis du magistrat de la Cour de cassation. Je pense que vous êtes mal informé. Ce n'est pas la famille qui a demandé qu'on puisse... Les conseils, ce n'est pas le conseil de la famille, c'est plutôt un opposant. Qui? Je pense que c'est Moïse Katumbi qui l'a dit, qui a demandé à ce qu'on puisse révoquer ces juges de la Cour constitutionnelle. Exactement, mais je vu également les communiqués de la défense qui diraient également dans le même sens. Bon, je n'ai pas lu ces communiqués. Signé par Laurent Onyemba et ainsi de suite. Bon, il faudra d'abord authentifier ce communiqué parce que moi je ne l'ai pas lu et donc je ne sais pas commenter. Mais vous étant que juriste, comment est-ce que vous jugez cette façon de faire de ces juges? Cette façon de faire n'a rien d'illégal parce que nous ne sommes pas le premier pays qui connaît un crime aussi crapuleux et nous voyons comment les autres pays procèdent. C'est pour fixer l'opinion.
c'est pour fixer l'opinion. Ils ne viennent pas brandir tous les éléments des enquêtes. Non, ils viennent pour calmer l'opinion, pour fixer l'opinion, pour montrer également l'opinion que les enquêtes sont en train d'être menées, contrairement à ce que, parce que vous savez, ce que l'opposition est en train de faire, c'est de s'aimer un désordre, de pouvoir soulever les gens. Lorsque l'opposition est en train de dire que les choses sont en train de traîner, sont en train de piétiner, parce qu'ils essayent de brouiller les pistes, il n'est que normal que les personnes qui sont en train de faire ces enquêtes viennent fixer l'opinion en disant que les enquêtes sont en train d'être menées, mais en ne donnant pas tous les secrets de l'enquête. Il y a, bon, selon l'opposition également, il y a certaines allégations faites par ces magistrats, soit c'est juste qu'ils ne corroboraient pas à leur mission. Je prends les cas quand ils ont dit que non, ils ont essayé de confirmer que ils ont utilisé l'arme. Aussi longtemps, il n'y avait pas d'autopsie. Il fallait attendre l'autopsie pour certifier qu'il a été abattu par une arme, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que également ces magistrats ne seraient-ils pas en train de faire un jeu politique pour essayer de préparer l'opinion à un discours, de faire avaler un discours à l'opinion? Vous savez, les résultats d'une enquête évoluent au fur et à mesure qu'on découvre de preuves. Exactement. Et donc, il n'était que normal qu'on puisse donner les premières impressions après avoir vu le corps, analysé, ne serait-ce que de manière superficielle, le corps. On devait fixer l'opinion et fixer la famille. Parce que les informations que le PG, près de la Cour de cassation, a eu à donner, c'était pour fixer et la famille et la population, pour que les gens sachent que les premiers résultats démontrent que c'était une personne qui a été tuée par balle. Mais il faudrait attendre les enquêtes approfondies, que le médecin légiste entre en jeu, pour savoir si vraiment la personne a été tuée par balle ou si la personne a été tuée autrement et les balles c'était pour une mascarade. Ce n'est pas de l'agitation de la part de la justice? Ce n'est nullement de l'agitation, c'est une procédure normale parce qu'ici il s'agit d'une paix sociale, de pouvoir calmer les choses, de pouvoir montrer aux yeux du monde, à la face du monde, que le gouvernement est en train de travailler, que le pouvoir judiciaire est en train de travailler, est en train de mener des enquêtes. Et le premier résultat des premières enquêtes sont, comme le PG a eu à les donner, qu'on a vu un corps qui a été, sur lequel il y a eu des balles qui ont touché peut-être ses organes vitaux, etc. Et donc, je ne vois en aucun cas le fait que l'opposition essaye de faire croire que c'est pour brouiller les pistes ou c'est un jeu politique qu'il joue. Non. Alors, sa famille a également déposé une plainte. Je ne sais pas, vous, étant que juriste, comment vous pourriez... quelle pourrait être la suite? On devrait attendre la fin des enquêtes ou bien on peut ouvrir ces dossiers avec cette plainte déposée par la famille, une plainte contre l'inconnu? Non, mais ce n'est que normal, hein, ce n'est qu'une procédure normale, étant donné qu'on ne connaît pas la personne qui a commis ce crime. Ce n'est que normal que la famille, qui est la première victime, puisse déposer une plainte contre inconnu. Et quand ces personnes qui sont auteurs de ces crimes seront identifiées, cette plainte sera redirigée vers ces personnes. Ce n'est que normal. Ah, d'accord. Là, maintenant, on doit attendre bien, ou soit l'action judiciaire de cette plainte devrait se faire normalement, ou soit attendre la fin des enquêtes. C'est une plainte qui a été déposée au niveau du parquet général. Ouais. Et donc le parquet général étant aussi en train de diligenter l'enquête, c'est à la suite des résultats de l'enquête qu'on pourra identifier les auteurs de ces crimes. Et donc, cette plainte contre inconnu deviendra une plainte contre les personnes qui seront identifiées. Alors, quelles sont les chances que vous du régime, vous êtes en train de donner à ces enquêtes? Je pense qu'il y a des signaux forts. Déjà, le fait que le gouvernement veut absolument que la vérité puisse jaillir. Nous voyons l'arrivée de ces experts internationaux. Et donc, nous ne pouvons que donner du crédit à ces enquêtes qui sont en train de se poursuivre et nous attendre à des résultats réels qui vont reprendre les circonstances dans lesquelles M. Chérima est décédé et
les auteurs de ces crimes crapuleux. Alors, on prend très vite les récentes nominations au niveau de l'ANR, conseiller au niveau également de la présidence. Alors, vous, comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé avec ces nominations? J'ai vu des gens parler, dire que Mbelo a été viré. Vous pensez également qu'il aurait commis des bourdes, que le président a jugé bon, qu'il n'était pas en train d'aider le président, ou bien vous avez une autre appréhension de ce qui s'est passé? Je n'aime pas trop verser dans les supputations, dans les hypothèses, mais ce qui se sait, ce qui se passe généralement, c'est que lorsque on nomme une personne, c'est parce qu'on s'attend à des résultats. Et lorsque cette personne n'atteint pas les il n'a résultats, pas duré également, oui. n'atteint pas ses résultats, pour X ou Y raison, la personne n'a pas pu atteindre des résultats, il n'est que normal que cette personne puisse être remplacée. Ou lorsque pendant la gestion de cette personne, il y a eu peut-être des manquements, il y a eu peut-être des abus, c'est ce qui fait aussi que la personne puisse être révoquée et être remplacée. Alors, ne connaissant pas les véritables raisons, les raisons profondes qui ont poussé le président à révoquer l'ancien AG, je ne sais pas trop verser dans les supputations et dans les hypothèses. Mais je pense que le président, c'est celui qui a la réalité du pays et c'est celui qui sait qu'est-ce qu'il faut, quel est le profil qu'il faut à tel poste, surtout que là on parle de la sécurité. Et le président a choisi de mettre sa confiance au docteur Lussadissou. Et donc nous ne pouvons qu'accompagner cette décision du président. Alors, avant d'arriver à Lussadissou, comment vous comprenez le fait que la défense de M. Fortuna Bisselele accuse, là je ne mettrai pas au conditionnel parce qu'on a tous vu la correspondance par l'entreprise de la cage, accuse l'ANER, qui était dirigée par Jean Mbelou, de diffuser ces images intimes. Vous, étant qu'avocat, quand vous écoutiez cela, vous vous dites quoi? Que les services secrets puissent diffuser. Et ce n'est pas seulement là c'était au niveau de la police, quand on avait arrêté ces kidnappeurs, qui disaient que non, on avait également diffusé des images intimes. Vous, comment est-ce que vous regardez ces dires? Est-ce normal que les services secrets, la police, les services de sécurité également, puissent diffuser les contenus trouvés dans les téléphones d'un inculpé, d'un détenu? Il faudrait d'abord être sûr que c'est vrai que ces vidéos ont été diffusées par les services, parce que si c'est vrai, c'est gravissime. Alors là, c'est gravissime. Si c'est vrai, c'est gravissime. Si c'est vrai, c'est très grave, parce que les services de renseignement, les services de sécurité ne peuvent pas commencer à prendre des vidéos, surtout des vidéos de cette nature, qui exposent la personne à l'humiliation, un mépris social. Les services ne peuvent pas descendre si bas. Et donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des enquêtes qui doivent être menées pour être sûr que, effectivement, ce sont les enquêteurs, plutôt les services, qui auraient diffusé ces genres de vidéos. Il ne faudrait pas qu'on puisse venir accabler ou condamner les services alors que... Mais c'est la victime qui les dit, hein. Non, mais si la victime le dit, ça veut dire que la victime a des preuves de ces allégations. Parce que c'est facile de dire que c'est X ou Y, mais il faudrait encore avoir la preuve de ces allégations. Nous attendons l'issue du procès, comme il y a une plainte qui a été déposée. Nous attendons de voir si effectivement cette fuite proviendrait des services. Il faudrait que les personnes qui sont à la base de cette fuite puissent être identifiées et puissent être sanctionnées de manière sévère. Parce qu'il s'agit d'un père de famille. Quand bien même il serait en conflit avec la loi ou la justice, en aucun cas on peut l'exposer comme ça. On ne peut pas l'exposer. La dignité est garantie même par la Constitution. Même quand vous arrêtez une personne, vous devriez les faire lui infliger des traitements inhumains. Ça, c'est inhumain, c'est dégradant pour un être humain. Et donc, si c'est réellement l'œuvre de certains agents de service, il faudrait que ces agents soient identifiés et que ces agents soient sanctionnés. Ah, d'accord. Là, on prend très vite, on revient sur Lussadissou. Alors, comment vous expliquez? C'est vrai que j'ai essayé un peu
de voir son curriculum vitae, son CV. Un médecin, mais c'est vrai qu'il a fait des études militaires. Mais comment est-ce que vous pourriez essayer un peu s'imaginer sa prestation dans ces services si importants de la République qu'un médecin? C'est vrai, son domaine de prédilection, la médecine, c'est vrai qu'il a fait également des études militaires. Il était avec Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'il pourrait être compétent d'exercer ses fonctions? Vous savez, toutes les personnes qui sont passées par les services étaient des personnes qui n'avaient pas forcément la formation des renseignements. Ils ont peut-être eu d'autres formations supplémentaires, mais la plupart ont passé du moins par là. Hein. Oui. Mbelou était là-bas un moment. Il y avait également avant Mbelou. C'est lui qui était là, était même adjoint de Kalev, oui. Kalev également était passé par là. Oui. Ce sont des fils maison. Oui, des fils maison. Ce sont des fils maison qui sont passés par là, mais ces fils maison avaient aussi d'autres statuts. Exactement. Avant de devenir fils maison. Mais ils ont acquis l'expérience. Hein. Oui, mais écoutez, ces fils maison sont encore là, dans les services, dans différents postes. C'est juste le manager qui change. Et ce manager, c'est un manager qui a une formation militaire. Et donc, une formation militaire, ça veut dire qu'il a aussi une formation en renseignement. Parce que le militaire, les stratégies des militaires et tout ça, vont de pair avec les renseignements. Donc, c'est une personne qui n'est pas totalement étrangère avec les renseignements. Et moi, je pense qu'il faut accorder la chance à ce digne fils du pays qui a été à la DSP. Et donc, nous connaissons comment étaient les militaires sous Mobutu. C'était des militaires qui aspiraient confiance et des personnes honorables et respectables. Je pense que si le président a fait le choix du médecin, du docteur Daniel, c'est en connaissance de cause, vu son profil, vu son expérience, parce que la sécurité, c'est quand même un domaine sensible. Et nous savons la position de notre pays. Hein. Notre pays est très envié par les voisins, par les puissances étrangères. On ne peut pas mettre à la tête d'un service aussi capital pour la sécurité du pays une personne qui est novice, une personne qui n'a pas les compétences et les capacités qu'il faut pour gérer la sécurité du pays. Et donc, on va le juger à travers son travail. Je refuse de mettre la charrue devant le bœuf. Je préfère attendre sa gestion et le juger au vu de sa gestion. Alors, on prend également Essambo, qui est un professeur de droit, juriste, mais qu'on le place au niveau de la sécurité, au niveau conseiller spécial en matière de sécurité. Et quel est le lien entre le droit et la sécurité? Là également, il serait entouré avec des experts, ou soit on devrait prendre un flic, comme François Béat à l'époque, ainsi de suite. Est-ce qu'il serait dans la bonne posture? Est-ce que ce n'est pas un mauvais casting? Il faudrait d'abord savoir ce qui a poussé le président à faire ce choix. Parce que je pense que ce n'est pas un choix fait sur un coup de tête. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui jouent certains rôles dans l'ombre. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre et il y a des personnes qui sont visibles. Alors. Peut-être que le nouveau conseiller spécial au CNES jouait déjà un rôle efficace dans l'ombre. C'est ainsi que, ayant vu la pertinence de ses analyses ou de ses conseils, que le président a jugé bon, de pouvoir le nommer à ce poste. J'insiste ici que ce sont des postes qui sont très sensibles et qu'on ne peut pas faire des choix hasardeux. Et le président ayant la connaissance du pays, des réalités du pays, mieux que nous, ne peut faire qu'un choix qui correspond aux attentes du pays. Ah, d'accord. Alors, on finit l'émission par vous. On a vu les dépôts des candidatures au niveau de la députation nationale. L'appel, c'est déjà fini même. Vous êtes candidate? Vous avez postulé? J'ai postulé. La candidature a été retenue. Hein. À la circonscription de la Lukunga, oui, ma candidature a été retenue. Ah, d'accord. Vous avez cette chance, hein, parce que j'ai vu vos amis communicateurs pleurer. Ok. En se disant que non, ils n'ont pas été retenus. Selon certaines informations, on aurait monnayé des candidatures dans certains partis politiques du pouvoir.
Écoutez, je n'ai pas cette information. C'est ce qu'ils disent, hein? Vous savez, dans notre pays, il y a tellement de rumeurs. Il y a tellement de choses qui se disent. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Et moi, je n'aime pas verser dans les rumeurs. S'il y a des preuves, là, on peut commenter autour des preuves. Mais tant qu'il ne s'agit que de rumeurs, je ne préfère pas abonder dans ce sens parce que moi, dans mon parti, il n'y a pas eu monnayage. Non, il n'y a pas eu monnayage de candidature. Non, les personnes qui ont des bases, parce que être candidat à la députation nationale, c'est bien, tout le monde peut être candidat à la députation nationale, mais le parti doit aussi compter sur les candidats qui sont sûrs, dont le parti est sûr que ces personnes, ces candidats, pourront lui ramener un siège. Le parti ne peut pas aligner des personnes comme ça pour aligner si ces personnes n'ont pas fait montre des candidats crédibles, c'est voilà, de leur capacité à pouvoir convaincre leur base et la population de pouvoir porter un choix sur eux. Et donc, tout dépend de la stratégie mise en place dans un parti, dans un regroupement. Et donc, et aussi, s'il y a plusieurs candidats, ce n'est que normal que le parti puisse choisir, puisse faire un choix. Vous avez atteint les seuils, des points lourds, il faudra que le parti fasse... Pour le moment, oui, parce que à Kinshasa, oui, dans certaines provinces, nous, on a atteint le seuil, mais dans d'autres BRTC, on n'a pas encore publié. Donc, on attend la publication totale, parce que la liste qui est en train de circuler, c'est une fausse liste parce que le président Denis Kadima... On continue des traités, hein? On continue des traités. Le président Denis Kadima a dit que cette liste ne provient pas de la CENI. Et donc, il ne faudrait pas donner foi à cette liste. Donc, on attend la publication provisoire qui aura lieu dans quelques jours. C'est à ce moment-là que nous serons fixés si on a atteint le seuil ou pas. Ah d'accord, merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens qui... vous suivent, à tous ces gens qui également souffrent? C'est vrai que la population a réclamé lors de la cérémonie d'ouverture concernant les taux d'échange. On a vu un peu de changement. Les économistes en débattent en disant qu'on aurait essayé un peu de jouer avec une histoire. J'ai vu 150 millions, j'ai vu comme ça. Et puis après ça, il y a certaines personnes qui disent que quand on va payer les fonctionnaires en francs congolais, ça pourrait essayer un peu d'échanger les choses. Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui pense que votre pouvoir a échoué? Bon, je pense que la majeure partie de la population ne peut pas avoir ce discours d'échec, parce que la majeure partie de la population voit de manière claire tout ce que ce gouvernement est en train de faire, tout ce que ce régime est en train de faire pour améliorer les conditions de Congolais et de Congolaises. Et donc, vous avez vu qu'il y a une série de mesures qui ont été prises par le gouvernement pour essayer de contenir la surchauffe du dollar, et ça commence à donner les premiers résultats. L'injection de dollars n'est pas la seule mesure, il y a eu d'autres mesures qui vont continuer à donner des résultats. Et donc il faut voir les signaux forts et positifs que ce gouvernement ne cesse d'envoyer à travers des actions concrètes de ce gouvernement. J'en ai cité beaucoup, c'est dans tous les domaines ont été affectés, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine diplomatique, économique. Tout a été fait et tout continue d'être fait pour améliorer les conditions sociales des Congolais et des Congolaises. C'est ça le pari que le président de la République s'est donné, qui est résumé dans le slogan « Le peuple d'abord ». Tout est fait pour l'intérêt du peuple. Mais moi, j'ai un grand regret. Le seul grand regret que j'ai, c'est de voir... Non, c'est même au-delà de l'opposition. C'est de voir comment le président a dû à chaque fois se déplacer. Là, je parle de la francophonie. On a vu que le président a eu à faire des descentes pour pousser les choses. Exactement. Pour que les choses se fassent à temps. Et le président ne peut pas être partout. Le président a besoin de personnes sur qui il peut se reposer, des personnes fiables, qui peuvent imprimer sa vision, matérialiser sa vision sans sa présence. Et donc, quand j'ai vu que le président a dû souvent laisser son bureau pour aller sur place, pour faire le suivi, moi, ça m'a quand même attristé. Mais est-ce que le problème n'est pas également lié au président? Il n'a pas fait un bon choix des collaborateurs?
Je pense que le problème... C'est lui qui choisit des collaborateurs. Oui, mais vous savez, les collaborateurs, on peut jauger une personne qu'en travaillant avec la personne. C'est à ce moment-là qu'on peut jauger si la personne est compétente et efficace ou pas. Si on travaille avec la personne, on travaille avec la personne, on découvre la personne. Je peux m'imaginer que M. Gramic, c'est un bosseur, mais demain, si on le prend à TV5, mais il faut les certifier. Non, mais écoutez, je peux dire que vous un êtes certain niveau de responsabilité. Non, mais vous savez, vous pouvez avoir de l'expérience. C'est possible de recruter un cabinet d'experts pour essayer un peu de vous faire ce travail, des recrutements. Ça existe sous d'autres cieux. On parle de la politique. La politique est sensible. La politique, on ne peut pas prendre n'importe qui. Exactement. Il faut prendre des personnes de confiance, des personnes compétentes et de confiance. On ne peut pas prendre n'importe qui. Mais ces personnes de confiance Nous avons vu ce qui s'était passé à la présidence, où il y a même eu des fuites, des photos du président qui avait été rencontré un autre homologue sans que ça fuite. Mais ce sont des personnes de confiance qui ont fait fuiter ces informations. Est-ce que ce sont des personnes que le président connaissait pouvoir agir de la sorte? C'est comme ça que je dis, on découvre les personnes en étant proche de ces personnes, en travaillant avec ces personnes. Ah, d'accord. Parce que le problème, on peut beau dire, tout dire, le problème c'est l'homme congolais qui doit changer de mentalité, qui doit aussi apprendre à aimer son pays, à se sacrifier pour son pays, à mettre son pays au premier plan. Parce qu'une personne qui aime son pays, qui veut se sacrifier pour son pays, pensera d'abord, avant tout, aux intérêts de son pays. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé pour vous Maître Magali Dossi, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de la DCU, Dynamique Congo Uni de M. Vidi Chimanga. Merci également à vous. Retrouvons-nous prochainement, relais YouTube, Peter Tiani RDC. Merci à l'équipe technique, Belgodor, Hervé. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Camille Clégon, au revoir. Merci.